All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Ms. Rowan, you still have the floor. Bonjour, Madame Stuyven, vous avez encore la parole. Madame Stuyven, je vous remercie. Bon, avant la pause, je vous avais parlé de la façon dont les FACA avaient pris la responsabilité pour l'attaque sur Bangui du 5 décembre. Je vais passer à ce qui s'est passé ensuite. Au cours de ce procès, vous allez entendre des éléments de preuve selon lesquels le retour de Nani Gaissona au 14 janvier 2014 a fait que son rôle de leader et l'influence qu'il avait lorsqu'il était en exil a été formalisé et renforcé. Ce jour-là, tous les chefs anti-Balaka se sont réunis pour une réunion à la maison de Ngaïsona à Boirabe, où il a été officiellement désigné coordonnateur général. Et il n'y avait eu aucun vote parce qu'il n'y avait pas eu besoin de vote. En tant que coordonnateur général, Ngaïsona a continué à mobiliser et à structurer les anti-Balaka, bien qu'il sache que les crimes qu'il y avait déjà des crimes commis et que des crimes étaient en train d'être commis. Vous allez entendre des témoins qui vont vous expliquer que Ngaïsona n'était pas du tout un représentant symbolique ou un porte-parole des anti-Balaka. Pas du tout. Il était très actif pour renforcer le groupe. Il a documenté personnellement il a formalisé personnellement les positions des Comzones et nommé les membres des comités de coordination nationaux, y compris l'adjoint au coordinateur. Comme vous le voyez ici, il a nommé ses lettres avec son coordinateur général et il l'a fait avec son tampon coordonnateur général. Et vous allez voir que Ngaïsona a imposé une ordre et une structure sur des groupes qui auparavant étaient fort diverses. Il a fait venir des chefs locaux à Bangui et leur a donné des mandats visant à répliquer la structure de coordination nationale à leur niveau local. Il a aussi organisé la délivrance de cartes d'identité, comme vous le voyez ici, pendant tout le pays, sur tout le pays, et ce sont des documents d'identité officiels portant le sceau des éléments portant son sceau et sa signature. Et vous allez voir que sa maison à Boirabe est devenue le QG du mouvement. Il utilisait sa résidence comme un siège de la coordination anti-Balaka, et ce, dans différents buts. Cela permettait d'abord aux anti-Balaka d'avoir une base stable à partir de laquelle ils pouvaient élaborer leur stratégie, coordonner, envoyer des ordres, délivrer des communiqués de presse et diffuser des informations publiquement. Et cela servait aussi d'abri et de protection aux membres d'Anti-Balaka, et cela servait aussi de symbole physique de l'autorité et du leadership de Ngaïsona. Vous allez aussi entendre des personnes vous dire que lorsqu'il était appelé coordinateur général de façon officielle, il s'est projeté comme étant le leader de ce mouvement et a été reconnu ainsi par la communauté nationale. Il a parlé et il a dit au nom, et il a bien dit qu'il parlait au nom du mouvement anti-Balaka et en tant que coordinateur de ce mouvement. La structure officielle garantissait que les anti-Balaka avaient une hiérarchie parfaitement organisée. C'était Ngaïsona qui était à la tête de tout cela. Les troupes le connaissaient comme étant notre coordinateur, son Excellence. Vous verrez aussi qu'il parlait au nom des anti-Balaka dans des réunions informelles en tant que représentant et leader de ce mouvement. Ce rôle extrêmement officiel a donné au groupe un air de légitimité et une plateforme permettant d'exiger certaines choses auprès du gouvernement de la RCA, y compris des postes spécifiques pour lui au sein du gouvernement ou pour d'autres membres de la coordination anti-Balaka. Et comme vous le voyez ici, Ngaïsona demande la position de directeur de l'énergie centrafricaine et de la SOCAPS, la Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers,
Et il était près des éléments sur le terrain et il demandait aussi le poste de coordinateur de la DDR. DDR, vous savez très bien ce que c'est la désarmement, démobilisation et réintégration. Donc, il avait le bras long. Le 10 février 2014, Gaessona a affirmé qu'il était en contact avec ses représentants dans chaque municipalité. Et pour reprendre ces mots, et je le cite en français, donc il était en contact téléphonique fréquent avec les chefs anti-Balaka sur le terrain et visitait personnellement le leadership des groupes provinciaux anti-Balaka ou envoyait des délégations pour le remplacer depuis la coordination nationale. Étant donné que les troupes anti-Balaka contrôlaient de grandes parties de l'ouest de la CAR, de la RCA, y compris Bangui, Gaessona avait un pouvoir énorme sur tous les Centrafricains vivant dans cette région. Et vous allez voir que Gaessona voulait que ceux qui s'engageaient au combat lui obéissent. Il avait une telle influence qu'il pouvait demander immédiatement une cessation des hostilités. Il pouvait aussi avoir une influence sur la libre circulation des personnes, des biens et de l'aide humanitaire qui était essentielle pour ce pays. Il pouvait aussi ordonner à ces éléments d'ériger des barrages routiers ou de provoquer du chaos. Comme un initié nous l'a expliqué, en tant que coordinateur général de l'Anti-Balaka, Gaessona a coordonné les actions de tout le mouvement. Si quelque chose n'allait pas dans le pays, il appelait les Comzones et, par exemple, donnait l'ordre d'ériger des barrages routiers. Quand il disait quelque chose, il fallait obéir. J'ai reçu beaucoup d'ordres de sa part au fin d'ériger des barrages routiers ou de créer des troubles. En tant que chef, le Gaessona avait le mot final sur toutes les activités des anti-Balaka. C'est lui qui signait les ordres de mission. Comme l'a dit un initié anti-Balaka, on ne pouvait pas faire d'opération importante sans que Gaessona le sache et l'ait approuvé. Et vous allez voir aussi qu'après le retour de Gaessona à Bangui, il a continué à distribuer de l'argent aux Comzones à Bangui et dans les provinces, y compris pour payer pour la nourriture, les hébergements, les frais de funérailles et toute autre dépense. L'argent qu'il a donné permettait aussi à ces personnes d'acheter des armes et de poursuivre leurs opérations dans la province occidentale. Dans les provinces occidentales. De plus, Gaessona a promis de rembourser les Comzones pour tous frais qu'ils auraient eus mais ils le rembourseraient une fois qu'ils auraient pris le pouvoir. Et il a aussi promis qu'ils auraient des avantages, des postes par exemple dans l'armée ou au gouvernement. Dans un pays comme la RCA, ces promesses sont extrêmement importantes. Un poste au sein de l'armée ou dans le gouvernement sont les seuls à peu près qui vous permettent d'avoir un revenu à peu près stable et qui permettent à votre famille entière de survivre. La générosité perçue de Gaessona, générosité envers cette cause et envers ces éléments, a fait qu'ils lui sont restés extrêmement loyaux. Comme un témoin nous l'a dit, et je le cite, Gaessona a donné de l'argent aux chefs anti-Balaka pour aider les pauvres combattants miséreux qui venaient des provinces. Pour les chefs qui n'avaient pas de maison, Gaessona leur payait des maisons. Et de ce fait, les gens étaient encouragés à le soutenir comme étant le coordinateur anti-Balaka. En acceptant cet argent, ils acceptaient aussi ses ordres. Donc, pour conclure cette partie de la présentation, je vais vous montrer, au-delà de tout doute raisonnable, que Gaessona, du fait de son rôle, de ses actions et de ses omissions, a contribué de façon importante, sinon essentielle, à la commission des crimes dont il est accusé. Et les éléments de preuve montreront aussi qu'il avait une intention parfaite en faisant il savait parfaitement ce qu'il faisait lorsqu'il le faisait. Souvenez-vous que lorsque Gaessona était en train d'exercer son pouvoir en tant que coordinateur national, position qu'il a d'ailleurs pris volontairement, les anti-Balaka qui étaient sous son commandement exécutaient des attaques massives contre la population civile musulmane. Des attaques qui ont résulté dans la déportation en masse de ces personnes, leur transfert forcé et le fait qu'ils soient
assiégés par les anti-Balaka, tout ceci ayant duré pendant toute l'année 2014 pour l'essentiel. Donc tout ceci ainsi que ses contributions pour aider le groupe, pour l'organiser, pour le représenter, pour l'armée, montrent bien qu'il était très engagé envers la stratégie dès le départ, stratégie qui visait à reprendre le pouvoir, et qu'il était aussi très engagé envers la politique criminelle utilisée pour atteindre ce but. Et maintenant, je vais en passer à l'intention et la connaissance qu'avait Nguesona. Comme vous le savez, nous allons vous démontrer, au titre de l'article de ce qui est exigé au titre de l'article 30 et de l'article 25.3c, que Nguesona a aidé les anti-Balaka à commettre des crimes dans le but de faciliter la commission de ces crimes. Nguesona savait très bien que les anti-Balaka allaient, dans le cours normal des événements, commettre ce type de crime. De plus, suite aux obligations de l'article 30 telles qui sont combinées avec les articles 25.3d, Nguesona a contribué de façon intentionnelle à la commission des crimes des anti-Balaka en agissant en poursuite d'un but commun qui exigeait que l'on cible violemment la population civile musulmane. La contribution de Nguesona a été faite dans le but de poursuivre une activité criminelle des anti-Balaka et tout en sachant quelle était l'intention collective du groupe qui était de commettre ces crimes. Enfin, pour parler bref, les éléments de preuve vont vous montrer que Nguesona savait quel était son rôle, sa stature et son influence sur les anti-Balaka. Il savait qu'il pouvait les mobiliser et il savait qu'il les écouterait. Il savait aussi que les anti-Balaka pensaient que les musulmans étaient responsables collectivement des atrocités commises par les Seleka. Donc il a encouragé cette perception, sachant que leur colère et leur haine allaient les pousser à agir et ce qui allait résulter dans les crimes qui ont été commis, y compris les crimes dont il est accusé. Et il savait, lorsqu'il a fait ses contributions, que des crimes, dans le cours normal des événements, allaient virtuellement arriver, allaient très certainement arriver, et d'ailleurs étaient totalement inévitables, au vu des circonstances. Et de plus, lorsque les crimes des anti-Balaka contre la population civile musulmane s'est matérialisé comme prévu, Nguesona n'a même pas essayé de les arrêter. Au contraire, il a loué les anti-Balaka pour leur héroïsme, leur bravoure et leur sacrifice. Et maintenant reprendre ces 4 points séparément. Tout d'abord, ce qu'il savait à propos de son influence sur les anti-Balaka. Les éléments de preuve vont vous montrer que Nguesona non seulement savait, mais était fier de son influence. Il savait qu'il pouvait diriger les anti-Balaka, soit de ne rien faire, ou plutôt tout d'un coup de prendre les armes. Pour utiliser ses propres mots, en avril 2014, il a dit, et je cite en français, « Quand je donne l'ordre à ces enfants, je pense immédiatement ça suffit. » Nguesona savait aussi que son influence sur les jeunes s'étendait à tous les anti-Balaka. Les anti-Balaka, c'était les jeunes. Et Nguesona le savait et le reconnaissait. Et dans leurs propres mots, d'ailleurs, les anti-Balaka disaient, et je le cite en français, « Des groupes d'autodéfense uniquement composés de jeunes centrafricains exaspérés des exactions commises par la coalition Seleka. » Et maintenant, je vais passer à la connaissance qu'avait Nguesona à propos de la haine qu'ils avaient, de la haine qu'ils avaient des musulmans. L'accusation va vous présenter des éléments de preuve selon lesquels Nguesona savait, à l'époque où il a fait ses contributions, quelle était la brutalité des Seleka et le désir de revanche des anti-Balaka. À partir du décembre 2012, par le biais de rhétorique haineuse anti-musulmane, lui et d'autres personnes dans
dans le cercle de Bozizé ont utilisé cette haine et cette colère. Le fait que cette colère contre les colères des anti-Balaka les ont poussés à attaquer les musulmans est explicitement reconnu par Nguyen Sona. En février 2014, le conseiller politique du groupe a été interviewé chez Nguyen Sona. Et au nom de Nguyen Sona, il a dit, et je cite, « On n'avait pas l'intention de tuer des musulmans, mais on s'est rendu compte après qu'il y avait tant de musulmans dans les pays qui soutenaient les rebelles Seleka. Ils étaient contre nous. Et cela a mis les anti-Balaka en colère, ainsi que la majorité de la population qui est chrétienne. Et c'est pour ça qu'on a eu ces attaques sur les musulmans. Donc que ces crimes se soient réalisés n'est pas une surprise. Un témoin qui faisait partie de l'alliance de base et qui va témoigner ici a expliqué qu'il savait que ça finirait mal, et je cite, « Dieu soit mon témoin, j'ai prévu tout ce qui allait arriver. Quand je suis revenu d'exil, j'ai vu les actions des anti-Balaka et j'ai dit à certains d'entre eux qu'il fallait suivre le droit humanitaire, sinon ils allaient finir soit morts, soit en prison. Et pendant tout le temps, j'ai toujours su que ça finirait mal. » Et un interlocuteur fréquent des anti-Balaka va nous dire, et vous l'entendrez, je pouvais prévoir que le conflit serait violent et sanglant. Les anti-Balaka allaient déjà trop loin avant même le 5 décembre. Donc maintenant, j'en arrive à mon troisième point. Nguyen Sona savait, lorsqu'il faisait ses contributions, que des crimes allaient très certainement résulter de ces contributions. Et les éléments de preuve vont montrer que Nguyen Sona savait qu'en mobilisant, en structurant, en finançant et en armant les anti-Balaka, le seul résultat serait que la population musulmane serait violemment ciblée. Après tout, le plan pour reprendre le pouvoir demandait que l'on mobilise ces groupes anti-Balaka. Tout le monde savait qu'il voulait se venger, mais ce désir de vengeance était essentiel dans la stratégie. Et les crimes commis en lançant les anti-Balaka sur la population civile musulmane étaient non seulement prévisibles, mais inévitables. Et d'ailleurs, non seulement Nguyen Sona savait que les anti-Balaka allaient commettre des crimes, mais les éléments de preuve vont vous montrer que Nguyen Sona savait que des crimes étaient en train d'être commis alors qu'ils étaient commis. Il le savait avant et après avoir été nommé officiellement coordinateur général en janvier 2014. Lorsqu'il était au Cameroun, Nguyen Sona recevait des informations directes à propos de ce qui se passait sur le terrain de la part de chefs anti-Balaka. Un initié militaire décrit ce qui suit. C'est difficile de se rappeler d'attaques bien précises. Parfois, il y en avait 4 ou 5 par jour. Cela dit, on savait ce qui se passait. Mokom donnait les ordres sur les attaques. Nguyen Sona aussi savait qu'il y avait les attaques. Nguyen Sona et Mokom étaient toujours en contact avec eux-mêmes. Et j'ai vu d'ailleurs moi-même de mes yeux Mokom rendre compte à Nguyen Sona. L'accusation montrera aussi que lorsqu'il est retourné à Bangui, il avait tous les éléments de preuve sur lesquels des crimes avaient été commis. Un gouvernement officiel dit la chose suivante. Dans le 4e arrondissement, où vivait Nguyen Sona, les musulmans ont été massacrés. Ces tueries ne pouvaient pas se faire sans le consentement des chefs anti-Balaka tels que Nguyen Sona. Donc le fait que la coordination nationale savait que les crimes étaient commis n'est pas d'ailleurs une controverse. L'accusation présentera des éléments de preuve qui montrent qu'à partir de janvier 2014 jusqu'en juin 2014, Nguyen Sona a signé et autorisé des communiqués de presse reconnaissant des exactions et des massacres ayant eu lieu dans le pays. Ces communiqués de presse sont constatés dans les rangs des anti-Balaka.
or that, and again, I quote, Et là encore, je lis en français. des comportements contre-productifs sont encore relevés dans les rangs des anti-Balaka. Au cours de ce procès, vous allez entendre quels étaient les crimes bien précis qui ont eu lieu en RCA, crimes commis par des membres anti-Balaka locaux qui étaient en contact régulier avec la coordination locale à Bangui, que ce soit par téléphone ou personnellement lors de réunions. Ce sont des crimes qui ont été commis dans des endroits qui hébergeaient des missions de la coordination nationale et dont la délégation était de rendre compte à Ngaïsona. Ensuite, en tant que coordinateur national anti-Balaka, Ngaïsona était le chef ou le responsable auprès de qui les personnes chargées du maintien de la paix, les journalistes et les ONG allaient pour prévenir de la commission de crimes. La connaissance que Ngaïsona avait des crimes dont ils sont reprochés dans différentes seront présentés par la suite. Au lieu d'intervenir pour mettre un terme à la commission des crimes, il a présenté les anti-Balaka comme étant des héros nationaux. Dans ces mots, se sont levés et ont sacrifié de leur vie pour la cause du peuple. Ils ont payé le prix de la libération de notre pays des griffes des sanguinaires des Séléka. Et ceci m'amène au dernier volet de ma présentation, savoir ce que Ngaïsona a fait de cette connaissance qu'il avait des crimes que les anti-Balaka commettaient contre des musulmans, des civils musulmans. Comme vous l'avez déjà vu dans les communiqués de presse, il a minimisé ces crimes en disant qu'ils n'étaient que des dérapages, des comportements contre-productifs, des incidents isolés. Et bien qu'il avait le pouvoir d'intervenir, il ne l'a pas fait, en tout cas pas de façon utile. Lorsqu'on l'a confronté avec les éléments, avec la preuve qu'il y avait des crimes qui avaient été commis par les anti-Balaka contre les civils musulmans, Ngaïsona a tout simplement été très évasif ou a nié. En février 2014, une organisation médiatique qui a fait rapport du lynchage de musulmans par des anti-Balaka a dit « Ngaïsona était très évasif » quand on lui a demandé de but en blanc si ces milices avaient l'intention d'arrêter de tuer des musulmans. Dans une interview radio du 2 avril 2014, Ngaïsona a dit, et je cite en français, « Grande a été ma surprise d'écouter sur les voix de RFI, Radio Nationale, l'accusation portée contre les anti-Balaka. Je dis non, non et non. » Il ne niait pas les crimes de façon innocente. Il le faisait afin d'obtenir un soutien populaire pour les anti-Balaka, qui était absolument essentiel pour la survie même et pour permettre aussi de reprendre le pouvoir. Et deuxièmement, pour empêcher le gouvernement de la RCA et de la communauté internationale d'intervenir de façon efficace pour protéger les civils ou pour mettre un terme au contrôle des anti-Balaka sur le territoire, qui était d'ailleurs leur atout le plus important et le pouvoir qu'ils avaient sur le gouvernement. L'accusation va présenter des éléments de preuve qui montreront que lorsqu'il n'était pas en train de nier ce qui se passait, Ngaïsona disait qu'il s'agissait de faux anti-Balaka qui commettaient tout cela. Ils étaient faux parce qu'ils commettaient des crimes. Mais Ngaïsona, bien qu'il ait nié, savait bien que ces crimes étaient très graves, si graves que, comme l'a dit un des témoins, il a conseillé aux éléments non disciplinés des anti-Balaka de faire attention parce qu'ils pourraient se retrouver un jour poursuivis par la Cour pénale internationale. Les éléments de preuve montreront que les maigres efforts de Ngaïsona pour répondre à la criminalité anti-Balaka ont été motivés en partie, en tout cas,
par le désir qu'il avait de ne pas se retrouver ici dans ce prétoire. Il a créé une police militaire, mais ses rangs étaient fournis par des criminels notoires. Il est intervenu pour protéger des civils musulmans parfois, mais on a laissé des milliers qui ont été chassés, qui se sont retrouvés encerclés, qui ont finalement se sont morts aux mains des éléments anti-Balaka de sa coordination. Donc, Gaissona n'a pas pris la moindre mesure pour essayer d'arrêter les crimes des anti-Balaka, et cela montre bien quel était son état d'esprit pendant toute la période de contribution. Il savait pendant tout ce temps-là, que les anti-Balaka allaient commettre les crimes dont il est accusé contre la population civile musulmane parce qu'il les a aidés à le faire, et parce qu'il avait commis ces types de crimes, et parce qu'ils étaient en train de commettre ces crimes. Gaissona les a aidés au travers de ses nombreuses contributions parce que c'était dans son intérêt et dans l'intérêt de certaines personnes de reprendre le pouvoir en RCA. La fortification, le renforcement par des groupes anti-Balaka par Gaissona a été un désastre pour les musulmans de Centrafrique. La conséquence du fait qu'il n'a pas voulu agir était aussi extrêmement grave. Le refus qu'il avait de reconnaître des crimes et sa défense de l'héroïsme anti-Balaka n'a fait que encourager les anti-Balaka à continuer à poursuivre leurs méfaits. Et alors qu'il était l'une des seules personnes qui aurait pu faire quelque chose, il n'a rien fait. J'en ai maintenant terminé et je donne la parole à Monsieur Iverson, qui va nous parler de la responsabilité pénale, la responsabilité pénale de Monsieur Alfred Yekatom. Il nous faut une toute petite pause parce qu'il est à l'extérieur du prétoire et il doit rentrer. Le juge président, il n'y a aucun problème. Nous savons que nous avons toutes ces dispositions à prendre. Entre-temps, je pourrais également vous faire un petit rappel également pour l'avenir parce que ça revient très souvent, vu la longueur des procédures. N'oubliez pas qu'il faut que les interprètes puissent changer de canal et suivre l'interprétation et le changement de langue qui implique une démarche. Je suis aussi moi-même un peu rapide. J'entends de la musique, mais j'imagine que ce n'est pas comme ça que vous avez l'intention de commencer votre présentation. Maître Iverson, peut-être, Monsieur le Président, que quelqu'un a voulu jouer un petit morceau alors que je rentrais dans le prétoire. Le juge président. Eh bien, je crois que c'est surtout pour nous montrer que nous avions perdu une connexion Internet. Ce n'était pas votre thème, me semble-t-il. Maître Iverson, merci, Monsieur le Président. Donc, je m'appelle Eric Iverson et je suis ici, je fais partie de l'équipe de l'accusation et je vais maintenant aborder la responsabilité pénale d'Alfred Yekatom. Alfred Yekatom est également connu sous le nom de Rambo. Il est né à Bimbo, c'est près de Bangui, et il a aujourd'hui 46 ans. Il était caporal-chef dans les FACA, et ce, avant le coup d'État de mars 2013 de la Séléka. Monsieur Yekatom avait auparavant combattu comme l'un des libérateurs qui avait installé Bozizé comme président, c'était en 2003. Il l'a fait aux côtés de personnalités clés qui allaient plus tard devenir la direction des anti-Balaka et avec lesquelles d'ailleurs il est resté en contact pendant la période concernée. Alfred Yekatom était un leader des anti-Balaka, un Comzone, et enfui vers la RDC après le coup d'État. Il a rassemblé des milliers d'autres personnes qui avaient pris la fuite avec lui. Il les organisait selon une hiérarchie de type militaire. Et puis il est revenu dans une RCA profondément fracturée. Il commandait à ce moment-là ces éléments anti-Balaka.
et il les encourageait à se venger. Ils étaient unis par la haine de la Séléka et de tous ceux qu'ils percevaient comme soutenant la Séléka. Monsieur Ekatom a exploité cette haine, il les a structurés, formés, équipés et commandés. Il les a transformés finalement en une force qui a causé la mort et la distraction. Monsieur Yekatom est clairement affilié au groupe des anti-Balaka au sens large, et ça on peut le voir dans les réunions de haut niveau auxquelles il a participé, ainsi que d'autres documents tels que le communiqué de presse que vous avez à l'écran et qui date du 3 juillet 2014. Vous le voyez, il a signé, cela réaffirme son rôle comme zone. Et il a également conforté son engagement vers la coordination nationale, y compris Ngai Sonar. Et on le voit là comme un puissant comme Zome. Son rôle clé dans le conflit a même été reconnu par la communauté internationale et lui a valu une place sur la liste des sanctions des Nations Unies, entre autres. La haine d'Alfred Yekatom envers les musulmans était bien connue. Il ne cachait pas son désir de voir tous les musulmans quitter le pays. Son caractère violent n'était pas non plus un secret, car il n'hésitait pas à tuer et à menacer en public eux-mêmes. En juin 2013, M. Yekatom a réuni plus de 1000 personnes. Il a basé ce groupe dans la brousse, c'était à Kalangoy en RDC. Ils ont commencé un entraînement militaire. Ils ont appris à utiliser des machettes, des couteaux, des fusils et des AK-47. Et pendant cette période, M. Yekatom était en contact fréquent avec les dirigeants des anti-Balaka qui se trouvaient à Gobéré. Après une période de préparation et plus de 3 mois d'entraînement, le groupe de Yekatom a participé à l'attaque du 5 décembre sur Bangui. Ils ont attaqué ensemble avec d'autres groupes anti-Balaka. La coordination nationale anti-Balaka a planifié une offensive multidirectionnelle sur Bangui. Et le groupe de Yekatom devait attaquer du sud, en fait, au départ du carrefour de Boeing. Et ça a commencé à 3 heures du matin le 5 décembre. À partir de la jonction de Boeing, le groupe de Yekatom s'est séparé. Et ils ont pris 3 routes différentes jusqu'à Bangui, 3 voies d'approche différentes et en attaquant au fur et à mesure. Et M. Yekatom, qu'on appelait Rombo, en fait, a conduit l'un de ces groupes sur Bangui, un des 3 groupes, le 5 décembre. Il était au téléphone en coordination avec les autres chefs. Il avait des adjoints, Habib Baïna et Cœur de Lion, et il les a rencontrés au préalable pour planifier l'attaque. Selon un témoin qui a participé à ces attentats dont vous entendrez le témoignage, Rambo, Habib et Cœur de Lion étaient vraiment aux commandes. C'était eux qui parlaient et nous, on écoutait. Et d'ailleurs, pendant l'attaque, il a gardé le contact avec toute la direction des anti-Balaka à Zongo, en RDC. Les éléments anti-Balaka de Yekatom ont au moins tué 10 civils musulmans lors de cette attaque. Ils ont brûlé des maisons, des attaques, ils ont sacralisé des mosquées, etc. Et l'ampleur de cette attaque sera d'ailleurs décrite par Lady lors d'une présentation. Il va d'ailleurs aussi reprendre certains des ordres qui ont été présentés par Yekatom. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo de 2 jours après l'attaque. On voit Yekatom à la tête de ces éléments. C'est une vidéo française, c'est CAROTP 2065 0396 avec une retranscription à la référence CAR OTP 2107 6918 et nous allons avoir une traduction à vue. Ça doit inspirer l'impression des gens d'après, c'est pas bon. Colonne.
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes? Oui, moi c'est caporal-chef Rombo Alfred. Je suis de la garde républicaine des département provincial. Donc, vous êtes un FACA. Oui, je suis PACA. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'attaque d'il y a 2 jours était menée par des anciens FACA? Oui, c'est vrai, partout c'est des FACA, parce que depuis que l'autre là, les syndicats sont rentrés, ils ont chassé des FACA, ils ne veulent pas travailler avec les FACA. Bon, nous on voit mieux pour libérer le peuple centrafricain. C'est par rapport à ça que les FACA sont organisés, la révolution des forces armées centrafricaines pour le peuple. Nous, on est là pour libérer le peuple. Est-ce que vous comptez mener d'autres actions? Non, nous, notre problème c'est d'organiser que le FACA retourne. Si on ne veut pas que le FACA retourne, on doit aller jusqu'au bout. Vous étiez combien d'hommes à peu près il y a 2 jours? Oui, bon, présentement dans mon base, de l'autre côté, moi j'ai mis 500 hommes, et d'autres qui sont de l'autre côté encore. Actuellement, on est partout. Vous trouvez où vos armes et vos munitions? Bon, ici on a des militaires. Vous les avez gardées d'avant? On a des militaires. Je commence l'acte par rapport à les petites bases des SELEC. On commence à attaquer nos munitions, tout par les SELEC. I get a notice here that there is another speaker coming after the current one. Je viens de recevoir une petite note qui me dit qu'il y a un orateur qui doit être rajouté après l'orateur actuel. Okay, you have to switch to then, obviously, if I understand it. Voilà, si j'ai bien compris, il y aura une nouvelle rotation dans l'équipe. C'est de ça qu'il s'agit. No, I was informing the presiding judge that a second speaker will come after you, so you. J'étais juste en train d'informer le juge d'audience que celui qui viendra prendre la parole après vous doit également procéder à cette rotation, donc rentrer et sortir du prétoire du fait des contraintes. Alors, je ne sais pas si l'interprétation a été fidèle à la vidéo. Nous avons l'intention de la présenter à titre d'élément de preuve. Ce que je peux vous dire, c'est que dans cet extrait vidéo, on voit M. Yekatom qui se présente comme étant le caporal-chef et membre des FACA, et il explique que quand les Séléka ont pris le pouvoir, ils ont fait fuir les FACA, ils ne voulaient pas travailler avec les FACA. Les FACA s'étaient organisés pour libérer les populations d'Afrique, de Centrafrique. Quand on lui a demandé combien d'hommes avaient participé à l'attaque du 5 décembre, il me dit 1500 dans ma base. Il y en avait dans d'autres bases également, il y en avait partout. Il nous dit également qu'ils étaient militaires et à ce titre avaient des armes et des munitions après avoir attaqué les bases militaires de Séléka. Et en fait, après l'attaque du 5 décembre, M. Yekatom a établi une base à l'école Yamwara à Boeing, que l'on peut dire être un des faubourgs de Bangui, où il a continué la formation de ses éléments et il a pu porter le nombre de ses éléments à quelques 3000 unités. Yekatom et ses éléments étaient donc basés au sud de la préfecture de Lobé. On le voit ici sur la carte. C'est au départ de cette base installée dans l'école de Yamwara que M. Yekatom a déployé ses éléments dans la zone le long des routes entre le PK9 et Mbayeki et entre Pissa et Mongumba, tel qu'on le voit aussi sur cette carte. En fait, ils ont pris le contrôle de ce territoire grâce à différentes attaques et en installant des campements sur cette route entre Bangui et Mbayeki. Yekatom, en effet, avait des éléments qui contrôlaient une zone encore plus grande et qui allait en direction de Mbayeki. Et dans ces mots, on peut voir, oui, après on a été de Mbayeki à Sekia et puis à Nagala. Et on a pris Bimon, Kapou et Pissa. Et les Séléka finissaient par prendre la fuite spontanément. On a pris les villages sans même devoir se battre. Monsieur Yekatom voulait progressivement installer plus en plus de bases. Et il l'a fait, par exemple, à Boeing, à PK9, à Sekia et
ce qu'il a appelé le camp de formation aux États-Unis qui se trouvait à peu près à 25 km de Bimont. Il a érigé des barrages routiers et des checkpoints à plusieurs endroits stratégiques. Et d'ailleurs, un des témoins déclare: Yekatom patrouillait les barricades. Il s'y rendait avec sa bicyclette ou sa moto rouge afin de récupérer l'argent, les chèvres, les moutons et tout ce qu'on avait pu piller sur les gens. Et ainsi, sur les routes principales, Yekadom s'était installé pour non seulement contrôler le flux des personnes, mais également leur exhorter de l'argent et des liquidités et des approvisionnements. Autour du 30 janvier 2014, les éléments de Yekatom sont arrivés à Mbaïki. Et là, ils ont fait fuir 10 000 à 15 000 musulmans. J'ai dit fait fuir parce qu'il y en avait qui étaient arrivés là et qui avaient été accueillis par la population locale. Correction de l'interprète, la ville de Mbaïki accueillait 10 000 à 15 000 musulmans. Et Yekatom a visé ces gens. C'était sa cible, il les a tués, il a détruit leurs propriétés parce que c'était une communauté musulmane. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il a vraiment réalisé tous ces crimes sur cette population civile dans le sud-ouest de la RCA, que ce soit meurtre, transfert forcé, déplacement, persécution, attaque contre des bâtiments religieux, des actes inhumains, torture, emprisonnement et engagement d'enfants de moins de 15 ans comme soldats. D'autres crimes ont été commis par M. Yekatom lui-même, et particulièrement les crimes de torture et d'emprisonnement, d'autres, par exemple à l'école de Yamoara, et d'autres en utilisant ces enfants soldats. D'autres crimes étaient commis par plusieurs membres ensemble, sous son commandement. Et en ce compris, ses subalternes Wanjo et Habib Baina. Monsieur Yekatom peut être tenu comme responsable pénalement comme co-auteur de ces crimes et ils ont tous agi pour un plan commun entre 2 et plusieurs personnes tel que d'ailleurs l'accusé y appartenait et il y avait un élément critique de criminalité. Et pendant tous ces crimes, en fait, M. Yekatom était à la tête de ces groupes et leur donnait l'ordre de mettre en œuvre le plan commun. Leur objectif était violent et était très clairement ciblé sur la population musulmane. Quand on voit tout ce que le groupe Seleka avait infligé, en fait, Yekatom en fait s'est vengé non pas seulement sur le Seleka, mais sur tous les musulmans. C'était un plan commun cruel qui était celui qui était défendu par les anti-Balaka. Le plan commun était éminemment criminel. Il impliquait des attaques violentes, guidées par la vengeance contre toute la population musulmane. Il impliquait la commission de tous les crimes qui ont été repris dans les charges. Ces crimes non seulement étaient mis en œuvre dans toute l'ampleur du plan, mais étaient essentiels pour justement l'exécution du plan. Ces crimes étaient commis par les membres du groupe de Yekatom et c'était son intention. Et c'était d'ailleurs la mise en œuvre du plan qui se faisait par l'exécution de ces crimes. Monsieur Yekatom en était un point central. Il en était une contribution essentielle. Il donnait à ces éléments les moyens de commettre les crimes en achetant et en distribuant les armes et les munitions, en leur donnant les mitraillettes, les grenades à main, les kalachnikovs, les fusils de chasse et les machettes. Il leur donnait également tout ce dont ils avaient besoin, de l'argent, du carburant, des aliments et des traitements médicaux. Et tout cela ne s'est pas fait de manière isolée. Nous avons entendu de mes collègues que les anti-Balaka en RCA avaient agi pour faire progresser leur objectif commun qui s'articulait autour de la vengeance. Ils étaient unis par leur haine partagée des musulmans. Les crimes de Yekatom et de ses éléments sont à mettre en parallèle avec tous les crimes qui se répétaient par tous les groupes anti-Balaka partout en RCA occidentale. Il était impliqué dans la coordination nationale et il était tout à fait au courant de l'objectif commun partagé. Il savait très bien
quel était l'objectif fondamental et stratégique, et c'était d'ailleurs l'intention qu'il poursuivait. Monsieur Yekatom et ses éléments ne disaient pas que les ennemis étaient seulement les Sélékas. Non, ce n'était pas les Sélékas, c'était tous les musulmans. C'était des étrangers. Il fallait tous les exterminer, les abattre, en ce compris les femmes et les enfants. Et d'ailleurs, un témoin de l'intérieur nous dit que Rombo avait donné l'ordre de tuer tous les Sélékas et tous les musulmans. Il nous a dit d'attaquer tous les musulmans et de casser leurs maisons. Et il nous a même dit, si vous attrapez des musulmans, vous les attachez avec une corde et puis vous leur tranchez la gorge. Fin de citation. Un autre témoin nous dit, Rambo nous a dit, nous sommes des traîtres et les traîtres doivent mourir. Tout simplement si vous étiez en compagnie d'un musulman. Un troisième témoin déclare que Rambo et d'autres dirigeants anti-Balaka ont dit tout musulman qui passe doit être abattu. Tous ces musulmans qui sont sur la route vers Mbaïki doivent être abattus. Cela veut dire tous les musulmans, qu'ils soient armés ou pas, et tout comme tous les chrétiens qui étaient armés ou pas ont été tués à l'époque. Donc l'implication de M. Yekatom va bien au-delà de simplement la contribution en connaissance de cause à leur commission. Monsieur Yekatom en était à tout moment le dirigeant et le commandant. Il était là, sur le terrain, présent, avec ses éléments, à la tête d'une hiérarchie militaire ou semblable à une hiérarchie militaire. Il était au contrôle, au commandement. Monsieur Yekatom se présentait comme le dirigeant de ce groupe. Et il était reconnu en tel par ses subordonnés et par la coordination anti-Balaka, par les autorités de la RCA et par la communauté internationale. Un journaliste, d'ailleurs, nous dira, oui, il m'a dit qu'il en était le commandant. Et il était, d'ailleurs, respecté en tant que tel par les autres personnes qui se trouvaient au camp. Il avait, d'ailleurs, pris les dispositions pour pouvoir se rendre dans une autre base anti-Balaka en disant à quelqu'un, ben, laissez-les y aller. Et d'ailleurs, un des témoins en interne m'a dit, nous avons choisi Yekatom pour représenter les zones des anti-Balaka et pour aller à Brazzaville, parce que nous savions que par la suite, les éléments allaient suivre les instructions qu'il nous donnerait. Un autre témoin nous dit, il n'y a que Cœur de Lion, Habib Beina ou Aristide Beina qui auraient pu s'opposer à Rombo, mais je ne me souviens pas de quelque événement où cela se soit passé. Je n'ai jamais vu aucun d'entre eux oser lui désobéir. Personne n'aurait osé lui désobéir. Tout le monde exécutait ses ordres. Je crois que si je n'avais pas obéi, je n'aurais pas pu survivre non plus. Monsieur Yekatom donnait des ordres à ses subordonnés. Il donnait des autorisations de passage aux checkpoints, il envoyait des missions, il prenait des dispositions de remplacement et il nommait ses subordonnés. Il était responsable du groupe de discipline et tous ses ordres étaient obéis sans que l'on pose quelque question que ce soit. Et tout acte de désobéissance, était très sévèrement puni. D'ailleurs, un témoin nous dit, Rambo nous a dit que nous devions brûler les maisons. Et si vous ne faisiez pas ce qu'il vous disait, il vous tuait. Et je le crois parce que j'ai vu un jour voir un de ces éléments qui avait un téléphone cellulaire dans sa poche. Rambo l'a accusé d'être un traître et lui a tranché la gorge et puis l'a enterré. Et en tant que chef, M. Yekatom agissait à la tête de son groupe avec tout l'appareil du pouvoir pour commettre les crimes allégués. Je voudrais d'ailleurs vous montrer deux éléments de preuve. Le premier est un extrait d'une vidéo. Vous voyez ici M. Yekatom assis à l'avant qui porte une chemise noire et qui parle à ses hommes. Et je voudrais aussi que vous constatiez la position de la deuxième personne, celui qui porte une chemise rouge. Il est assis un peu derrière. Et je voudrais que vous soyez très attentifs quand vous regardez ici. Il va prendre une grenade fumigène en main. Et puis, vous verrez aussi cette vidéo, la vidéo qui très clairement vous montrera ce qui se passe. Vous allez voir que cette vidéo vous montre l'homme avec la chemise rouge qui explique exactement quel est l'objet de ce qu'il porte dans sa main. Là, c'est une arme fumigène. Lui, c'est comme l'autre là. Pas fumigène. Anti-agresseur. La commandeur.
c'est l'anti-agression. Là, c'est initialement pour les musulmans qui sont dans leur, comment dirais-je, bon, tout simplement pour lancer, soi-disant, les musulmans qui sont dans leur maison, pour qu'ils puissent sortir et puis étouffer. Et puis dès qu'ils sortent, on les tue. Même les petits enfants aussi, on les tue. Parce qu'on a trop souffert. Et nous, on est des militaires. Donc vous venez de voir un des hommes de Yekatom qui explique comment les anti-Balaka utilisaient ces grenades fumigènes. Et il n'a même pas peur d'être entendu par M. Yekatom. Il explique de manière tout à fait naturelle comment il jette ces grenades dans les maisons des musulmans pour les enfumer. Et quand ils le font, ils sortent et alors on peut les tuer, même les petits-enfants. Alors, il était tout à fait au courant de ce sentiment anti-musulman, puisqu'il le partageait de surcroît. M. Yekatom a malgré tout encouragé tous les membres de son groupe et a même poussé la mise en œuvre de leurs objectifs. Il a mis certains individus en position d'autorité dans son propre groupe, et ce, malgré, ou plutôt grâce sans doute, à leur haine des musulmans. M. Yekatom a donné à ces éléments l'occasion de commettre les crimes allégués en les plaçant dans les différentes villes et villages des zones qu'il contrôle. Il n'a pas essayé d'empêcher que ces crimes soient commis ou punis, il ne les a pas simplement tolérés, il les a défendus, il les a encouragés. Et il a rapidement redéployé ces hommes dans d'autres zones pour commettre à nouveau les mêmes crimes. Et pendant tout ce moment-là, ce dirigeant anti-Balaka, M. Yekatom, a mené les opérations, a donné l'ordre d'attaquer les musulmans et les civils. Il a ordonné que les éléments anti-Balaka puissent trancher les gorges, couper les oreilles, exécuter les victimes et enterrer les gens vivants. Il a donné l'ordre à ces éléments de piller et de détruire les maisons des musulmans et les mosquées de façon à ce qu'ils rentrent dans leur pays, comme il disait. Et il a demandé d'ailleurs une mise à jour de la situation sur le terrain. Il était là, présent, avec ces éléments lorsque ceux-ci commettaient ces crimes. M. Yekatom avait l'intention de commettre ces crimes. Il les avait planifiés, ordonnés, et il avait participé à leur commission. Il le savait, il en avait pleine conscience et l'intention. Il était un des moteurs de ce plan commun, qui avait comme objectif principal d'attaquer des civils musulmans. Et il l'a fait parce qu'il agissait en plus au cœur de cette campagne de haine et de violence des anti-Balaka. M. Yekatom était tout à fait conscient que ces actes appartenaient à une attaque systématique étendue. Et il était là, conscient qu'on attaquait des civils musulmans, qu'il participait à un conflit armé contre des civils musulmans, des mosquées, les maisons de ces familles qui n'avaient pas pris une part active au conflit. Et avec votre permission, Monsieur le Président, je vais sortir et donner d'emblée la parole à mon collègue, Monsieur Ledy, qui reviendra sur certains aspects que j'ai abordés, mais il y reviendra plus en détail. Good afternoon, Mr. President, Your Honors. Good afternoon. Messieurs les juges,
Je suis Nick Leddy et je suis suivi du procureur. Et je vais vous parler des deux incidents en plus de détails. Je vais commencer par celui du 5 décembre 2013 sur Bangui, y compris dans les banlieues de Boeing et Qatar. Et ensuite, passerons à la base de Yekatom, à l'école de Wamara et à Boeing. Commençons par l'attaque de Bangui. Les deux accusés sont accusés de chefs 1 à 6 et 8 pour cet incident. Après avoir fourni le contexte de ces faits, je parlerai de l'intention et de la connaissance qu'avait Yekatom ainsi que de Ngaïsona de ces crimes. Donc Bangui est la capitale de la République centrafricaine. Comme vous le voyez sur cette carte, Bangui se situe sur la rivière Ubangui, juste en face de Zongo, en RDC. En 2011, la population de Bangui était de 740 000 personnes. Boeing est à l'ouest de Bangui, au sud-ouest de l'aéroport Mpoko. Comme vous le voyez sur cette nouvelle carte, vous voyez, il s'agit de l'endroit qui est encerclé en jaune. Avant le conflit, il y avait à peu près 130 000 musulmans qui habitaient dans les quartiers de la ville et les 8 arrondissements de la ville. La démographie de la ville a changé après l'attaque des anti-Balaka, tout à l'aube du 5 décembre 2013. Ce matin-là, les chefs anti-Balaka ont exécuté une offensive coordonnée sur Bangui et Boeing, faisant partie d'une campagne plus large dans tout l'ouest de la RCA, dans des villes comme Bossangoa, qui se trouvait à centaines de kilomètres au nord, ou Boda, à environ 160 kilomètres à l'ouest. Malgré des conflits et des escarmouches avec des groupes armés Séléka dans certains de ces endroits, la population civile musulmane dans l'ouest de la RCA était vraiment l'objectif principal de cette grande attaque anti-Balaka. Pour prendre Bangui, qui est la capitale de la RCA et le siège du gouvernement, était un élément essentiel de la stratégie de François Bozizé au fin de reprendre le pouvoir, stratégie qui était le fait de François Bozizé, Ngaïsona, Maxime Mokom et d'autres. Les événements vont montrer que c'est Maxime Mokom qui a coordonné les offensifs à Bangui et à Bossangoa alors qu'il se trouvait à Zongo en RDC. Les éléments de preuve montreront aussi que Ngaïsona a joué un rôle très important lorsqu'il a planifié l'attaque du 5 décembre et les campagnes coordonnées à Bangui, Bossangoa et ailleurs. C'est Ngaïsona qui a donné de l'argent, qui a donné des instructions aux anti-Balaka pour l'attaque de Bangui. Par exemple, les éléments de preuve vous montreront qu'en octobre 2013, jusqu'à l'attaque, Ngaïsona a donné et d'autres ont donné de l'argent, des nourritures et des équipements aux anti-Balaka à Zongo, y compris Maxime Mokom, dans le but d'acheter des munitions. Un témoin de l'intérieur, plusieurs témoins de l'intérieur d'ailleurs, témoigneront pour dire que M. Yekatom lui-même a obtenu des armes et des munitions auprès de Mokom à Zongo pour ces éléments, avant l'attaque coordonnée du 5 décembre 2013. Ensuite, mes collègues ont bien dit, pour ce qui est du rôle que Ngaïsona a joué dans la planification de cette attaque du 5 décembre, les éléments vont bien montrer qu'il a donné 4 instructions à différents groupes anti-Balaka d'attaquer Bangui, y compris Bossembélé au nord, et y compris à partir de Bossembélé au nord, sans prendre l'interprète, et à partir de Zongo au sud, de l'autre côté de la rivière. Les éléments montreront que les éléments de preuve qui prouvent cette attaque du 5 décembre comprennent entre autres plusieurs témoins, des témoins de l'intérieur, des victimes, des journalistes, des témoins qui vont corroborer la planification et l'exécution de l'attaque. Et ceci sera accompagné par des documents, des photographies, des vidéos, des relevés téléphoniques, des éléments de preuve provenant d'emails et des imageries satellites. Les éléments de preuve montreront le rôle de ces anti-Balaka et je parlerai principalement du groupe de Yekatom pour le meurtre, transport forcé, déportation, déplacement et persécution de la population civile musulmane à Bangui et à Boeing. Et les attaques commises contre au moins une de leurs mosquées à Boeing.
Les éléments de preuve montreront aussi que Yekatom était en liaison avec les chefs anti-Balaka principaux, y compris Maxime Mokom, qui était le coordinateur de facto des opérations, pour s'assurer que les attaques étaient bien coordonnées et que les éléments étaient armés. Le groupe de Yekatom était l'un des plusieurs groupes anti-Balaka qui exécutaient cette attaque coordonnée autour de la ville de Bangui. Vous voyez ici dans cette photo un groupe qui se trouve dans la banlieue de Bangui, et ce, la veille de l'attaque. Le photographe a décrit leur plan pour attaquer Bangui, et je cite en français. Ils nous ont dit eux-mêmes qu'ils étaient des anti-Balaka. L'un d'entre eux nous a dit que les anti-Balaka allaient attaquer Bangui. Quand cette photo a été prise, ou aux environs, Yekatom n'était pas loin. Il dirigeait ce groupe anti-Balaka en préparation de l'attaque du 5 décembre. Il a dirigé au moins 1000 de ses éléments de Kalangoy en RDC, au travers de Bangui et de Katin, où ils ont été rejoints par 500 autres de ses éléments. Yekatom lui-même a participé directement en dirigeant ces éléments avec 3 adjoints. L'intention de Yekatom de viser les civils musulmans était absolument claire, vu les ordres qu'il a donnés à ces éléments. 2 témoins anti-Balaka qui font partie du groupe de Yekatom et qui ont participé à l'attaque vous le montreront d'ailleurs. Un témoin se rappelle: Yekatom a rassemblé tous les éléments et leur a ordonné de tuer les Séléka et les musulmans. Ce témoin a aussi décrit les ordres de Yekatom qui étaient d'aller à PK5 et de trouver les musulmans et les Séléka. Il nous a dit qu'il fallait détruire les maisons musulmanes pour qu'ils retournent dans leur pays. Le deuxième témoin du groupe de Yekatom va nous décrire qu'il avait reçu des ordres de Yekatom pour cette attaque, de Yekatom et de membres de son commandement, de l'adjoint Freddy Wanjo, appelé aussi Cœur de Lion, et Habib Beina. Comme vous le voyez à l'écran, l'un de ces initiés nous a dit, et je cite, « Le but était d'attaquer les Arabes, parce que lorsque les Séléka sont arrivés, tous les musulmans sont devenus des Séléka. Donc tous les musulmans doivent être vus comme étant des Séléka, et donc comme étant des ennemis. » Et ce témoin précise bien, et je cite, « On nous a dit qu'ils étaient tous pareils, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants. Même si c'est des enfants, il faut les tuer. Nos chefs nous l'ont répété à de nombreuses reprises. Je l'ai entendu de la bouche de Rambo, de Cœur de Lion et de Habib lors de nos réunions. Notre groupe a reçu l'ordre d'attaquer les musulmans, c'est-à-dire les Séléka et les civils. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les éléments de preuve vont vous montrer que les chrétiens ont été avertis à l'avance de l'attaque. Et on leur a dit de mettre du buis ou des branches de palmier devant leur porte pour que l'on sache qu'il fallait les épargner. Et comme l'a dit ma collègue, ce mode opératoire a été utilisé à Gwen, à Carnot et à Berberati. Au cours de l'attaque du 5 décembre 2013, les éléments de preuve vont vous montrer que les éléments de Yekatom ont tué au moins 6 civils musulmans ou supporters, ou personnes étant vues comme des supporters des Séléka à Boeing, et au moins 4 musulmans à Katyn. Vous entendrez de la part de ces 2 témoins anti-Balaka que le groupe de Yekatom avait attaqué donc le marché de Boeing ce matin-là. Il était clair que Yekatom avait planifié et ordonné l'attaque et qu'ils y avaient participé sous ses ordres. L'un d'eux va vous donner un récit très précis de ce qui s'est passé. Son groupe d'attaque est entré dans le marché et a vu les Arabes à l'extérieur de leur boutique en train de faire leurs ablutions du matin. Il dit bien qu'il n'a pas vu d'Arabes avec des fusils, mais que les Arabes ont été abattus là où ils se trouvaient. Il les a vus être abattus, mais qu'ils ne sont pas morts tout de suite. Ils étaient encore en train de bouger sur le sol, et donc lui et d'autres membres anti-Balaka les ont poignardés à mort. D'autres éléments vont vous décrire comment Yekatom a ordonné à ces éléments d'attaquer les musulmans et les Séléka au marché de Boeing, et plus précisément de
d'abattre les musulmans là-bas. Les éléments de preuve vont aussi vous montrer que les corps de certains de ces musulmans ont été amenés à la mosquée Ali Abobolo à PK5, où ils sont retrouvés parmi les 60 musulmans qui ont trouvé la mort lors de cette attaque du 5 décembre 2013 sur Bangui. Des journalistes ont pris des photos de ces corps et vous en avez d'ailleurs un à l'écran. Les éléments de Yekatom ont tué au moins 4 autres musulmans à Katin. Aucune de ces 4 victimes n'était armée ou n'était engagée dans le moindre conflit. L'un des témoins va vous dire que lorsqu'il se retirait de Katin le 5 décembre 2013, les éléments anti-Balaka ont marché près de sa maison et ont hurlé en disant que d'abord ils allaient tuer Jotoja et ensuite ils allaient revenir pour tuer tous les musulmans. Et les éléments de preuve vont aussi vous montrer qu'à partir du 5 décembre 2013, les résidents musulmans de Boeing et de Qatar n'avaient plus d'autre choix que de fuir leur maison pour sauver leur vie. Ils sont allés se réfugier au quartier musulman de PK5, au 3e arrondissement de Bangui, qui est resté la dernière enclave musulmane à Bangui d'ailleurs. Ils sont allés aussi se réfugier dans d'autres parties de la RCA ou dans des pays voisins. Leur transfert forcé, déportation et déplacement constitue une partie essentielle de l'attaque qui est reprochée aux 2 accusés. Le 5 décembre 2013, cette attaque et ses suites ont fait qu'un grand nombre de personnes ont été déplacées de façon interne jusqu'au 3e arrondissement, qui a vu ses rangs grossir à 100 000 personnes dans le premier mois, puis ensuite descendre à 20 000 personnes dans les premiers mois de 2014, alors que les gens quittaient la région. Et en mars 2014, on voit qu'à peu près 99% de la population musulmane de la ville était partie. Les chiffres du UNHCR et d'autres organisations corroborent bien d'ailleurs le fait qu'un grand nombre de réfugiés ont quitté Bangui en décembre 2013 et qu'il y avait aussi de réfugiés qui quittaient carrément la RCA. Un rapport Donc, dans un rapport de la Commission de mouvement de population, on voit que en une semaine, on a vu l'augmentation des déplacés en interne de 98% en quart et 73% à Bangui, pour un total de 424 105 personnes déplacées en interne dans le pays, et une augmentation de 73% à Bangui, c'est-à-dire là, l'augmentation était de à peu près 370 000 personnes. Et à peu près 49 000 personnes déplacées à Bossangoa. Les rapports d'ailleurs de l'UNHCR corroborent bien ces chiffres et montrent qu'il y a 86 000 réfugiés de RCA qui cherchent un abri dans les pays voisins. Les déplacés qui ont dû rester dans l'enclave de PK5 ont dû vivre de façon très difficile. Comme vous le voyez ici, l'enclave de PK5 se trouve dans le 3e arrondissement de Bangui, marqué Kilo 5, et encerclé ici en vert, afin que vous puissiez le repérer. Les éléments de preuve vont vous montrer qu'un grand nombre des musulmans qui sont restés dans l'enclave de PK5 n'ont pas pu la quitter sans risquer la mort. Comme les enclaves créées après les attaques anti-Balaka dans toute la quart occidentale, la population musulmane encerclée dans PK5 a dû vivre avec très peu d'eau et dans des conditions hygiéniques épouvantables. Un journaliste qui a visité PK5 en décembre 2013 l'a décrit comme étant une prison à ciel ouvert, une prison dans la ville. Ce journaliste a déclaré que les anti-Balaka avaient fermé les routes allant jusqu'au district et sortant de ce district en érigeant des barrières et des checkpoints, et que les anti-Balaka faisaient en sorte qu'il soit très difficile pour les ONG de distribuer la nourriture. Et d'ailleurs, les anti-Balaka ont bien dit aux journalistes qu'ils pourraient être tués s'ils essayaient d'être amicaux avec les musulmans. Et pour ce qui concerne les attaques contre les bâtiments religieux, les mémoires des témoins sont un peu différentes quant à la date exacte de l'attaque, mais
On voit bien que cette mosquée à Boeing a été détruite juste après l'attaque de Bangui. Vous voyez cette image satellite, vous voyez donc Boeing, un quartier de Bangui, et on voit aussi la partie australe de l'aéroport qui est visible car elle est entourée d'un carré vert. Et si on zoome, on voit ici la progression des dégâts infligés à la mosquée. Le 27 décembre 2013, on voit que la mosquée et les bâtiments qui l'entourent sont intacts. Et on voit les dégâts qui ont été infligés au bâtiment par la suite, les 8 et 30 décembre 2013. L'un des témoins anti-Balaka qui nous vient du groupe de Yekatom va venir nous dire que lui et d'autres dans son groupe ont suivi les ordres de Yekatom qui étaient de détruire la mosquée. On a utilisé des roquettes et des grenades pour détruire les murs de la mosquée. Ensuite, on a brûlé le toit en utilisant de l'essence et des allumettes. J'ai vu des gens avec des jerrycans d'essence qui étaient venus de Boeing. J'ai regardé la mosquée brûlée. Rambo était le chef anti-Balaka et il nous a ordonné de détruire la mosquée. Un autre témoin a vu cette mosquée de Boeing détruite et les Corans qui étaient brûlés et qui étaient jetés à terre. L'imam de la mosquée ainsi que toute sa famille élargie a quitté la zone le 5 décembre 2013 à cause de l'attaque et n'est jamais revenu. Donc comme vous le voyez ici sur cette nouvelle vidéo, qui est cette nouvelle diapo, qui est un cliché d'une vidéo, on voit tout ce qui reste de la mosquée, c'est-à-dire un mur en parpaing. Les crimes que j'ai décrits ont été commis par Yekatom, son groupe et d'autres éléments anti-Balaka lors d'une offensive coordonnée sur Bangui, Katin et Boeing, persécutant et ciblant violemment la population civile musulmane de ces quartiers. Cela montre qu'ils avaient un plan commun, un but commun. Cela montre qu'ils avaient une intention collective de commettre des crimes qui leur sont reprochés contre des musulmans. En effet, ces musulmans, du fait de leur religion, de leur ethnie, étaient perçus comme étant responsables collectivement, étant complices et soutenant les Séléka. Les attaques des anti-Balaka à l'encontre de ces civils musulmans les a privés de leurs droits fondamentaux, y compris le droit à la vie, la liberté, la dignité et la liberté religieuse. Maintenant, parlons de la connaissance et de l'intention qu'avaient ces personnes. La connaissance et l'intention de Yekatom en ce qui concerne cet incident est absolument claire, vu qu'il avait planifié, ordonné et dirigé ces éléments dans l'attaque. Il était même présent physiquement lors d'un grand nombre de crimes sous-jacents dont il est accusé qui ont été commis par ses subordonnés. Yekatom était aussi en contact avec Mokom et d'autres chefs anti-Balaka clés juste avant et après l'attaque. Et pour ce qui est de Nguy Sona, qu'en est-il de ses connaissances et intentions? Il faut remarquer que le leadership anti-Balaka a coordonné les offensives dans l'ouest de la RCA, y compris Bangui, Boeing, Boda et Bosangoa le 5 décembre 2013. Les éléments de preuve vous montreront aussi que Nguy Sona était parfaitement au courant de l'attaque sur Bangui et sur sa banlieue. Par exemple, il avait instruit à certains groupes anti-Balaka de participer à l'attaque sur Bangui, qui était évidemment un élément essentiel de sa stratégie aux fins de reprendre le pouvoir. Les éléments de preuve vous montreront aussi que la participation du groupe de Yekatom sur l'attaque de Bangui et Boeing a été planifiée par les membres de ce leadership. Par exemple, Nguy Sona avait envoyé de l'argent à Maxime Mokom à Zongo. Yekatom lui-même a récupéré des armes et des munitions à Zongo pour que son groupe puisse les utiliser par la suite. Nguy Sona était aussi au courant des crimes qui avaient été commis par Yekatom et son groupe et qui étaient rapportés dans les médias. Et Nguy Sona était un membre clé du groupe Froca, qu'on vous a déjà décrit, qui a soutenu l'attaque du 5 décembre, y compris au cours d'une émission radio qui a été diffusée ce jour-là. Pendant toute cette période, Yekatom a rendu compte à Nguy Sona et s'est coordonné avec Nguy Sona, étant donné que Yekatom et son groupe opéraient sous la coordination nationale. Les éléments de preuve montreront qu'après l'attaque du 5 décembre, les membres de la coordination nationale
y compris certains qui représentaient Ngaïsona, se sont rendus à la zone contrôlée de Yekatom, y compris PK9 et l'école de Waimara, et ensuite ont rendu compte à la coordination. Et d'ailleurs, Yekatom a envoyé au moins 2 représentants de son groupe aux réunions de coordination nationale. Et malgré tout ce qu'il savait, Ngaïsona n'a rien fait pour empêcher la commission de ces crimes ou pour les condamner ou pour y mettre un terme. Au contraire, il les a étouffés. Et Ngaïsona a validé les actions de Yekatom en acceptant d'ailleurs le fait que Yekatom soit membre du groupe, en le reconnaissant comme étant un membre clé anti-Balaka et en l'invitant à représenter les anti-Balaka lors de réunions de très haut niveau, par exemple celle du 25 janvier 2014 avec la présidente Samba Panza par intérim et le 24 et le sommet de Brazzaville du juillet 2014. Passons maintenant à l'incident suivant. Et je vais tout d'abord vous montrer à quoi ressemble la base de l'école de Waimara. Et ensuite, je vous décrirai les crimes qui ont été commis là en décembre 2013. Et ensuite, bien sûr, je passerai à l'intention et la connaissance qu'avaient Yekatom et Ngaïsona de ces crimes. Les 2 accusés sont... on reproche à ces 2 accusés les chefs 11 à 17 pour cet incident, y compris crimes de guerre. Les crimes de guerre tels que meurtre, traitement cruel et torture, ainsi que crimes contre l'humanité, meurtre, torture, emprisonnement, traitement cruel, persécution et autres actes inhumains. Alors, comme vous le voyez sur cette carte de Bimbo, Bimbo se trouve à l'ouest de Bangui et l'école de Waimara, appelée aussi École Kokoro 2, se trouve à Boeing, qui est près du coin sud-ouest de l'aéroport Mpoko. Et tout ceci est corroboré par de l'imagerie satellite trouvée par Eutelsat. Et vous voyez l'onglet numéro 3 qui vous donne une vue aérienne de l'école le jour précis, le 8 décembre 2013. Alors, Yekatom a converti l'école de Yamara pour faire une base pour son groupe après l'attaque du 5 décembre. Cette école avait plusieurs bâtiments et Yekatom pouvait les utiliser pour entraîner et pour héberger ses éléments. Les éléments de preuve ont montré que Yekatom et ses éléments ont utilisé cette école en tant que base jusqu'à peu près la démission de Djogota le 10 décembre 2014, lorsque Yekatom et la plupart de ses éléments sont partis vers PK9 et ensuite plus loin au sud-ouest vers Mbaïki. Les éléments de preuve de 3 journalistes qui n'ont aucun lien entre eux nous promènent dans le terrain de l'école en décembre 2013 et montrent la façon dont Yekatom commandait et contrôlait ses éléments à la base. Et vous aurez un film du fait ainsi vous obtiendrez, messieurs les juges, un film qui vous montrait exactement ce que faisait Yekatom et son groupe, et cela reprend le mouvement des groupes à partir de Yamara le long de l'axe PK9 Mbaïki. C'était une vidéo qui était censée être de la propagande anti-Balaka qui était trouvée sur un ordinateur qui a été saisi lors de l'arrestation de Yekatom. Un autre journaliste a fourni une vidéo de Yekatom et de ses éléments armés à Yamara à la mi-décembre 2013. Je vais vous en montrer un extrait rapide qui montre de très jeunes éléments en train de s'entraîner et de faire des exercices au sein de l'école Wamara. Et cela montre aussi Yekatom qui se vante d'avoir obtenu des armes pour ce groupe en attaquant des Séléka et en prenant leurs armes. Dans cette école abandonnée, les jeunes combattants apprennent un semblant de discipline militaire, les méthodes de combat et l'entraînement physique. Souvent présentés comme une coalition pauvrement armée, ils nous expliquent comment ils récupèrent leur arsenal. Dès qu'on peut connaître que les policiers sont ici dans leur poste, on étudie, puis on attaque et puis on prend l'arme. Les anti-Balaka se disent prêts à se désarmer si les troupes françaises le leur demandent, à une seule condition, que la France exige le départ immédiat du président Djotodia.
Ces jeunes éléments ici que l'on voit, ce sont les mêmes que l'on voit dans d'autres éléments de preuve et dont on entend et dont vous entendrez plus tard le récit. Il s'agit de jeunes enfants, d'enfants soldats qui sont cantonnés à l'école Yamara et d'autres bases. Un troisième journaliste a fourni d'autres vidéos qui montrent Yekatom à l'école de Yamara et la formation de ces éléments entre le 13 et le 17 décembre 2013. Et certains ont été diffusés et vous pouvez les regarder, messieurs les juges. Un grand nombre de témoins, y compris des témoins de l'intérieur, vont décrire comment, à la fin décembre 2013, le groupe de Yekatom a capturé et enlevé un groupe d'hommes et de femmes qui ont été emmenés à l'école de Yamwara. L'un des détenus masculins a été brutalement torturé et assassiné à la base et sous les ordres de Yekatom, alors que les autres ont été détenus contre leur gré, ont été maltraités et on leur a posé des questions à propos de leur ethnicité. Les éléments de preuve vont montrer que Yekatom et ses subordonnés ont soumis ces personnes enlevées à des maltraitance physique et mentale à l'école de Yaomara. Les éléments de preuve montreront aussi que ces personnes élevées étaient un groupe très mixte de musulmans et de chrétiens. Il s'agit d'amis et de familles. Les anti-Balada les ont arrêtés, un checkpoint proche, les ont fouillés, ont pris leur téléphone et leurs bijoux. Les hommes ont été frappés à l'aide de bâtons et ont été menacés de mort. Les éléments anti-Balaka ont ensuite amené ces détenus à la base Waimara, à leur chef Yekatom, qui était connu d'ailleurs de certaines de ces victimes. Les victimes ont été accusées d'être des musulmans ou des sympathisants des musulmans. Les hommes et les femmes ont été séparés, obligés de se déshabiller et fouillés. Les éléments de Yekatom blaguaient parce que les hommes étaient en train de réciter une prière musulmane et ont déclaré qu'ils allaient découper les femmes en morceaux. En présence de Yekatom, l'un de ses députés a accusé ces hommes d'être des traîtres et leur dit qu'ils ne méritaient que la mort. Yekatom était d'accord. D'ailleurs, il a ordonné que l'on frappe les personnes enlevées masculines. On les a obligés à s'agenouiller, on les a frappés avec des bâtons, on leur a répété qu'on allait les tuer. Yekatom a ensuite donné l'ordre que l'on ligote et que l'on tue l'un des hommes. Les éléments de preuve ont montré que ces éléments ont suivi ces ordres. Ils ont attaché ses bras derrière le dos, avec ses pieds d'ailleurs. Ensuite, ils l'ont frappé avec des câbles de frein et avec des bâtons en bois. Et ils l'ont frappé tellement fort qu'ils lui ont cassé le tibia. Yekatom a aussi ordonné qu'on lui coupe ses oreilles. Un membre de Yekatom a suivi cet ordre et a d'ailleurs coupé les oreilles avec un couteau. Un grand nombre de témoins oculaires vont corroborer cela. L'un l'a entendu hurler « Mon oreille, mon oreille !» L'autre décrit que la victime... qu'on avait coupé l'oreille à la victime et qu'il y avait donc beaucoup de sang autour de sa tête. Les éléments de preuve vous montreront aussi qu'un des témoins a vu l'adjoint de Yekatom, Cœur de Lion, poignarder la victime avec un couteau dans le cou. 10 à 20 minutes plus tard, les éléments de Yekatom ont emmené la personne assassinée derrière la maison qui se trouvait à la base de Waimara. Et vous entendrez un récit corroboré par d'autres membres du groupe de Yekatom qui a vu Yekatom ordonner qu'on le tue, donner à un de ces éléments un couteau, ensuite il a regardé les autres éléments, amener la victime jusqu'à une tombe qui venait d'être creusée, le découper en morceaux ensuite et ramener le couteau sanglant à Yekatom à la demande de Yekatom. Et cette nuit-là, 5 des autres détenus ont été transférés à une autre maison qui appartenait à un autre coordinateur de zone anti-Balaka, Sylvestre Yagouzou, qui est ensuite devenu membre de la coordination nationale. Et Yekatom et Cœur de Lion s'y sont rendus le lendemain. Et vous verrez que Yagouzou a contacté le gouvernement local, y compris le maire de Bangui, pour essayer de lui faire libérer ces personnes. Et les éléments de preuve vous montreront qu'ils ont aussi contacté Sangaris, l'opération militaire française en RCA. Les détenus ont été relâchés après quelques jours lorsque Sangaris les a évacués dans un blindé.
Et la connaissance et l'intention de Yekatom en ce qui concerne cet incident est absolument essentielle. Il a donné l'ordre à ses subordonnés de commettre le crime. Il était là lorsqu'ils ont maltraité les détenus. Les éléments vous montreront bien qu'au lieu de discipliner ces éléments qui avaient commis ces crimes, il les a félicités, au moins un d'entre eux, en disant « Bon travail ». Yekatom et son groupe ont commis des crimes et des actes à l'école de Yamara dans le cadre d'un effort coordonné aux fins de cibler les musulmans civils et leurs associés, exactement comme il l'avait fait pour les autres attaques à Boeing et à Bangui. Ces actes qui ont nié aux victimes leurs droits fondamentaux, y compris le droit à la vie, droit à la liberté et droit à la dignité. Et maintenant, les éléments de preuve vous montreront aussi que Nguyen Sona a contribué de façon intentionnelle aux crimes commis à l'école de Yamara par le groupe de Yekatom en vue du but commun, comme ma collègue vous l'a montré d'ailleurs. Les contributions de Nguyen Sona avaient pour but de poursuivre l'activité criminelle des anti-Balaka. Ceci a été fait avec la connaissance de l'incident et ceci est soutenu par 3 facteurs. Tout d'abord, il s'agit d'un incident qui a été très rapporté. Les membres anti-Balaka de haut niveau, le maire de Bangui et Sangaré s'étaient impliqués pour négocier la libération des détenus. Au même moment, pendant cet incident, les membres anti-Balaka étaient subordonnés à Nguyen Sona et avaient fait allégeance à Nguyen Sona en tant que dirigeant anti-Balaka. Ensuite, les éléments de preuve vous montreront que les auteurs directs étaient en contact direct avec le leadership anti-Balaka lorsque les victimes étaient aux mains des anti-Balaka. Cœur de Lion a personnellement confirmé que le groupe de Yekatom avait enlevé ces personnes, ces détenus, à un chef anti-Balaka subordonné à Nguyen Sona. Et Cœur de Lion a ajouté qu'il voulait qu'il soit mort. Troisièmement, aux environs du 27 décembre 2013, à peu près, lorsque les victimes étaient encore aux mains des anti-Balaka, à peu près 2 douzaines de chefs anti-Balaka, y compris Yekatom, se sont retrouvés à l'école de Waimara. Ces participants comprenaient entre autres des membres anti-Balaka de haut rang qui sont devenus des membres de la coordination nationale sous les ordres de Nguyen Sona peu de temps après. Et maintenant, comme Mme Bernikova va vous l'expliquer, Nguyen Sona n'a absolument pas condamné ces crimes et les a plutôt étouffés. Et maintenant, j'en ai terminé avec ces incidents et je vais donner la parole à ma collègue Mme Bernikova. Le président, non, il est trop tard, il est 3h30 ou presque, et donc nous allons nous arrêter maintenant et nous reprendrons demain avec la présentation de Mme Bernikova.